Le lundi apparemment ordinaire du 28 juillet 2008, la journée se terminait comme toute autre. Vers 6h30 du soir, le personnel de bureau habituel quittait le travail. Sans aucun doute, la majorité rentrait chez elle. Cependant, cette journée normale a été brisée par un cri perçant venant de la direction du parking de la Tour Watt à Century City. Étudiez avec soin les images de vidéosurveillance. Remarquez-vous quelque chose d'étrange ? Regardez attentivement, observez toutes les personnes et voyez qui se démarque. Si vous avez deviné l'homme de grande stature en chemise blanche, vous avez vu juste. C'est précisément ce que les détectives ont aussi constaté. Il semblait extrêmement étrange que tout le monde se dirige vers une source de bruit et de tumulte et que cet homme soit préoccupé par son téléphone pendant tout ce temps. Continuez à regarder pour découvrir son lien avec cette affaire et cette histoire folle avec des rebondissements qui ont surpris même les détectives les plus expérimentés qui ont été chargés de l'examiner. Avez-vous un homme qui bat une femme au 3e niveau du parking ? Les officiers du Los Angeles Police Department et les ambulanciers sont rapidement arrivés sur place. Et au 3e étage du parking, ils ont découvert une femme caucasienne grande et mince allongée dans une mare de son propre sang. Il semblait qu'elle avait été poignardée plusieurs fois et qu'elle perdait et reprenait conscience. Au moins 2 médecins et un passant se sont précipités pour aider. La femme a été immédiatement transportée à l'hôpital. Hélas, elle a été déclarée décédée sur place. Le Los Angeles Police Department a lancé une enquête sur l'affaire. Le témoin, Edwin Rivera, a décrit l'agresseur comme un homme grand et mince, vêtu d'un sweat à capuche noire et d'un jean. Cependant, Rivera a avoué ne pas pouvoir distinguer les traits du visage de l'agresseur. L'agresseur a été vu pour la dernière fois quittant le parking dans un véhicule utilitaire sport rouge. La victime a été identifiée comme Pamela Fayyad, 44 ans. Elle a subi de multiples blessures à la tête, au cou et à la poitrine, ainsi qu'à ses bras. La blessure mortelle était une lacération profonde à l'avant de son cou. Il est à noter qu'aucun des effets personnels de Pamela Fayyad n'a été pris. Aucun signe d'agression sexuelle n'était présent. Cela indique que l'intention de l'auteur était uniquement de causer sa mort. Pour découvrir les événements ayant conduit à la mort de Pamela Fayyad, les enquêteurs ont procédé en retraçant ses actions et circonstances avant l'incident. La police a informé son plus proche parent, son mari, James Fayyad, et, comme c'est généralement le cas lorsqu'un conjoint est retrouvé assassiné, la première personne à examiner est celle à qui ils étaient de mariés. James a accepté de commenter pour l'interrogatoire à son arrivée. Les détectives ont été surpris de constater qu'il était le même homme que sur les images de vidéosurveillance que nous avons vues au début de cette affaire. Mais avant d'aller plus loin, nous devons d'abord comprendre la relation entre Pamela et James. Pamela Fayyad, affectueusement connue sous le nom de Pam, était réputée pour sa générosité envers ses amis et sa famille. Décrite par ses amis comme une personne joyeuse, attentionnée et affectueuse, elle illuminait une pièce de sa présence et était généreuse de son temps et de sa disponibilité pour aider toute personne dans le besoin. Pam était une bijoutière prospère et propriétaire d'entreprise. En 1989, en tant que mère célibataire, Pam a croisé le chemin de James Fayyad, un électricien, et les deux se sont immédiatement connectés. Ils se sont mariés en 1999 et ont accueilli une fille ensemble. En plus de la fille aînée de Pamela, issue de son précédent mariage. Initialement confrontés à des défis financiers, leur fortune a changé lorsque Pamela Fayyad, aux côtés de son mari, James Fayyad, a cofondé Goldfinger Coin Bullion en 2002. Goldfinger se spécialise dans les services de transfert d'argent et de métaux précieux moyennant des frais, fonctionnant principalement comme une entreprise basée sur Internet.
Ils ont également créé une entreprise associée, eBullion Company, incorporée au Panama. Avec des bureaux d'affaires en Californie, leurs entreprises se sont avérées lucratives. Les combats ont mené à l'affluence, se livrant à un style de vie luxueux. Suite au succès financier de Goldfinger, la famille a acquis des propriétés, dont une résidence à Camarillo et une deuxième maison sur un ranch de 200 acres à Moore Park, appelé Happy Camp Ranch. Les premières étapes de la relation du feu étaient caractérisées par la positivité, mais avec le temps, leur amour l'un pour l'autre a commencé à diminuer. Environ à la même époque, la santé de James Fayed a commencé à se détériorer, atteignant un point où il ressentait une douleur significative, en raison de l'arthrite rhumatoïde qui le rendait incapable de travailler régulièrement depuis le bureau. En avril 2007, Pamela a eu une discussion avec son amie Carol Neve, qui gérait également d'une entreprise d'e-monnaie similaire. Elles ont discuté de la conformité de Goldfinger avec les règles fédérales sur les licences de transfert d'argent. Elle s'est rendue compte que son entreprise n'avait pas la licence requise pour respecter les règles et réglementations. Suite au conseil de Neve, Pamela a décidé d'obtenir la licence. Le 6 octobre 2007, elle a écrit un chèque de 400 000 $ pour couvrir les frais nécessaires. Cependant, James Fayed s'y opposait fermement et soutenait que ce n'était pas nécessaire. Suite à cela, James Fayed a demandé le divorce en octobre 2007 et a interdit à Pamela d'accéder au bureau de Goldfinger. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la procédure de divorce a été houleuse, avec des litiges concernant des comptes bancaires qui s'élevaient à plus de 12 millions de dollars américains. Dire que James a agi durement en refusant à sa femme et partenaire d'affaires l'accès à leur entreprise est un euphémisme. Après tout, c'est elle qui a réellement fondé l'entreprise. À un moment donné, Pam a découvert que l'entreprise faisait l'objet d'une enquête fédérale pour fraude et blanchiment d'argent. Elle n'était pas au courant de cela et aurait accepté d'aider à l'enquête. Cependant, la décision de James de bloquer son accès au bureau l'a empêché de le faire. Heureusement, il y avait une autre voie pour qu'elle puisse retrouver un accès légal et la propriété de son entreprise. Comme James avait déjà engagé une procédure de divorce, elle pouvait utiliser cela à son avantage. En faisant reconnaître sa propriété par le tribunal de divorce, elle pouvait sécuriser ce qui lui était dû de droit. Le 28 juillet 2008, le jour du meurtre, James et Pamela ont rencontré séparément leurs avocats respectifs pour discuter de l'enquête fédérale en cours sur leur entreprise Goldfinger. La réunion était prévue dans les bureaux de Century City de l'ancien avocat de James Fayed et a duré de 15h30 jusqu'à environ 18h30 ce soir-là. Après la réunion, Pamela est retournée seule à son véhicule garé au 3e étage de la structure de stationnement adjacente. Suite au décès tragique de Pam, les détectives ont convoqué James Fayed pour l'interroger. James a accepté et semblait calme et prêt tout au long du processus. Pendant l'entretien, il a nié toute connaissance ou implication dans la mort de sa femme, insistant sur son alibi qu'il était au bureau avec leurs avocats lorsque le crime a eu lieu. Épelez votre prénom pour moi. James. Épelez-le, J-A-M-E-S. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous pensez que quelqu'un la voudrait? Pouvez-vous m'expliquer pourquoi elle était... Toutefois, les détectives ont relevé une anomalie sur les images de vidéosurveillance extérieure du bâtiment. Le comportement de James Fayed sur la caméra était étrange. Il semblait étrangement calme et curieusement préparé à ce qui se passait autour de lui. Alors que les cris terrifiants de Pamela Fayed remplissent l'air, James Fayed semble indifférent et grossier dans son téléphone portable. Pendant ce temps, tous les spectateurs autour de lui se précipitaient vers le parking hors champ. Un examen des images a révélé que Pamela Fayed a été prise en embuscade en se dirigeant vers sa voiture. Le détective Spear a identifié un véhicule utilitaire sport rouge capturé dans les images comme un véhicule suspect et a obtenu sa plaque d'immatriculation à partir d'une caméra adjacente.
Fait intéressant, le véhicule utilitaire sport a été loué chez Zavy, une entreprise de location de voitures bien connue. Il a été loué au nom de Goldfinger et James Fayette. Bingo. De plus, même si le véhicule utilitaire sport avait subi un nettoyage à la vapeur minutieux avant d'être rendu au service de location, les experts en criminalistique ont quand même réussi à découvrir des traces de sang de Pamela à l'intérieur. C'était clairement une tentative délibérée d'effacer toute preuve du crime. Les images de la vidéosurveillance montraient également 3 individus à l'intérieur du véhicule. Grâce à une enquête sur les tickets de parking pour empreintes digitales, la police a identifié les occupants. Il s'agissait de José Moya ou Joey, Gabriel G, Marquez et enfin Steven Simmons. Moya, qui a été employé pour aider James Fayad et travailler sur le ranch, résidait dans une habitation secondaire sur la propriété et était en couple avec la sœur de James, Mary Mercedes. Il est à noter qu'une empreinte appartenant à Simmons a été découverte sur un ticket de parking. Les relevés téléphoniques ont corroboré les soupçons, révélant que les téléphones portables associés à Marquez et Simmons ont activé une tour de téléphonie mobile à proximité au moment du meurtre, coïncidant avec l'activité du téléphone mobile de James Fayette. De plus, les registres indiquaient une série de messages textes échangés entre James Fayette et Moya autour du moment du meurtre. Bien que le contenu de ces messages ait été supprimé du téléphone de James, les enquêteurs étaient certains qu'il y avait des messages envoyés depuis son appareil. Étaient-ce les mêmes messages que James Fayette recevait et auxquels il répondait? Eh bien, ce n'est pas exactement clair, mais on ne peut que supposer que c'était effectivement le cas. Motive possible. Au début de 2008, avant le meurtre de Pamela, le bureau du procureur des États-Unis, sous l'assistant du procureur des États-Unis Mark Avis, a lancé une enquête formelle sur Goldfinger pour son implication présumée dans un stratagème de blanchiment d'argent. En collaboration avec le Federal Bureau of Investigation et l'Internal Revenue Service, l'enquête a révélé que les fonds de 2 systèmes de Ponzi étaient acheminés à travers Goldfinger, ce qui a entraîné des gains substantiels pour l'entreprise. Bien que James Fayette et Goldfinger n'aient pas été directement impliqués dans les systèmes de Ponzi, le gouvernement fédéral a poursuivi une inculpation contre eux pour obtenir un levier sur James Fayette, pour surveiller les transactions financières et pour détecter toute activité de transmission d'argent illicite. Le 26 février 2008, soit 5 mois avant le meurtre de Pamela, James Fayette et Goldfinger ont été inculpés de charges fédérales pour exploitation d'une entreprise de transmission d'argent sans licence. Il est à noter que Pamela n'a pas été nommée dans l'acte d'accusation scellé, qui était resté non divulgué au public. Cependant, en juin 2008, des assignations ont été délivrées aux comptables impliqués dans la procédure de divorce. C'est à ce moment-là que Pamela a pris connaissance de l'enquête du Federal Bureau of Investigation et de l'Internal Revenue Service sur Goldfinger et son mari. Environ un mois plus tard, le premier avocat pénaliste de Pamela, David Willingham, a contacté Mark Avis, indiquant la volonté de Pamela de coopérer dans l'enquête criminelle contre son mari et leur entreprise. Bien qu'il n'y ait pas eu d'arrangement ou d'accord formel pour que Pamela coopère, Avis a interprété la déclaration de Willingham comme un signe de la coopération de Pamela. Cependant, avant qu'une rencontre puisse avoir lieu entre Pamela et Avis, elle a été tragiquement tuée. Il est à noter qu'à l'époque, il n'y avait aucune indication que James Fayette était au courant de l'acte d'accusation scellé contre lui, et le gouvernement n'avait pas encore exercé de pression sur lui pour qu'il coopère. Il reste donc incertain de savoir si James Fayette était au courant de l'intention de Pamela de coopérer avec le Federal Bureau of Investigation. Cependant, il serait extrêmement naïf de penser que tout cela n'était qu'une coïncidence. Si James avait effectivement découvert une fuite, cela fournirait des preuves substantielles et un motif solide pour lui d'orchestrer le meurtre de sa propre femme. L'arrestation, le 1er août 2008, James Fayette, âgé de 45 ans, a été pris en garde à vue dans sa maison de ranch à Moore Park par des agents du Federal Bureau of Investigation. C'était lié à une enquête fédérale sur ses affaires. Peu après son arrestation, il a aussi été désigné comme le principal suspect du meurtre de son ex-femme. Fayette a fermement nié toute implication dans le meurtre de sa femme. Le 9 septembre 2008, le détective Abdul a été informé par les autorités fédérales que Sean Smith, un détenu qui partageait une cellule avec James Fayette au centre de détention fédéral pour hommes, souhaitait parler à la police. Après avoir rencontré Smith, le détective Abdul a fait en sorte que Smith porte un micro lorsqu'il était retourné dans sa cellule.
Au cours de leur conversation enregistrée secrètement, James Fayyad a avoué à Smith qu'il avait orchestré le meurtre de sa femme en payant 25 000 $ à José Moya pour accomplir l'acte. De plus, Fayyad avait également sollicité les services d'un tueur à gages pour éliminer Moya en tant que témoin lors de son procès à venir. Il a déjà été révélé que peu de temps après avoir engagé une procédure de divorce en octobre 2007, James a comploté pour faire assassiner sa femme. Il a sollicité l'aide de José Moya qui à son tour a recruté Gabriel J. Marquez et Stephen Simmons. C'est dégoûtant de penser à quel point il est lâche pour un tueur à gages de solliciter l'aide de 2 autres hommes adultes pour tendre une embuscade et attaquer une femme mince et sans méfiance. Le 15 septembre 2008, James Fayyad a été officiellement accusé du meurtre de Pamela. 3 ans plus tard, en 2011, il a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et de complot en vue de commettre un meurtre dans la mort de sa femme séparée en 2008. Pamela Fayyad n'avait que 44 ans. Pendant le procès, il a été révélé que James Fayyad avait précédemment essayé d'impliquer sa sœur, Mary Mercedes, qui sortait avec José Moya dans la planification du meurtre de Pamela. L'autre sœur de James, Patty Taboga, a témoigné que Mary Mercedes lui avait demandé si son mari, un officier de police du Wyoming, commettrait le meurtre moyennant une rémunération. Taboga a été choqué par cela et a immédiatement refusé la demande de sa sœur, exprimant son incrédulité face à la suggestion. Mary Mercedes a ensuite dit à Taboga qu'elle n'était pas sérieuse et que leur conversation devait être ignorée. Une fois de plus, l'auteur est stupéfait de voir à quel point certains criminels sont pathétiques. Pam mérite tellement mieux que ces idiots lâches dans sa vie. Dernière mise à jour, au 29 avril 2024, plus de 11 500 000 $ ont été restitués aux victimes de la fraude perpétrée par James Fayyad. Il a été reconnu coupable non seulement du meurtre de sa femme, mais aussi de l'exploitation d'un système de Ponzi de blanchiment d'argent illégal. L'argent remboursé a été distribué aux titulaires de comptes dans plusieurs pays, y compris les États-Unis, l'Australie et le Canada. James Fayyad purge actuellement sa peine dans le couloir de la mort à la prison d'État de San Quentin en Californie. Alors que le rideau tombe sur cette histoire d'amour qui a mal tourné, nous sommes rappelés aux dures réalités des relations humaines. Ce qui a commencé comme l'histoire de 2 âmes attirées l'une vers l'autre par une étincelle indéniable s'est rapidement transformé en la trahison ultime. L'homme qui avait autrefois juré sous serment d'aimer et de protéger sa femme dans la maladie et la santé n'a pas montré une once d'émotion pour ces cris douloureux qu'il a lui-même infligés. La cupidité et la richesse étaient son seul véritable amour. En effet, ce cas est une interprétation tordue des vœux solennels entre mari et femme. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Qui exprime une croyance que s'ils sont tués, ils vont être tués avec un couteau. Monsieur Fayyad connaissait la phobie de sa femme pour les couteaux, et c'était l'une des raisons pour lesquelles un couteau a été utilisé.